Bonsoir tout le monde. Vous êtes partout à travers le monde pour suivre Grand Soir. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur agricole, le fonctionnement du secteur agricole en RDC. Parce que beaucoup disent justement au chef de l'État qu'il faudra développer le secteur agricole en RDC. Nous allons essayer d'analyser la question de façon générale. C'est quoi l'agriculture? Et comment un homme ou une personne peut devenir un ingénieur agricole? Juste après ceci, nous revenons à vous. Alors sur ce plateau, nous avons Monsieur Isaac Issoumo. Il est président de l'association des ingénieurs agronomes de la RDC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? La grâce de Dieu nous soutient, merci. Comment se porte votre secteur, le secteur où vous gérez, où vous êtes président? Le secteur agricole, en fait, ça ne se porte pas très bien. Comment ça? Effectivement, nous devons voir ce que nous consommons. Ce que nous consommons, nous voyons ce que les Congolais consomment et nous voyons l'état nutritionnel du pays. Est-ce que les Congolais mangent suffisamment? C'est ça la grande réponse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'agriculture de façon générale? L'agriculture, c'est une activité liée à la production végétale, animale et halieutique. Donc tout ce qui concerne cette production-là, c'est ainsi que nous parlons de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire voilà, la fourche à la fourchette. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire depuis que les paysans mettent sa graine au sol jusqu'à ce que le consommateur le prenne, ces graines-là qui est récolté et puis transformé, ça arrive sur nos tables et c'est ça ce que nous disons de la fourche à la fourchette. Et qui est-ce que nous pouvons appeler ingénieur agricole? Ingénieur agricole, c'est quoi ingénieur? Oui, c'est qui ou c'est quoi? Ingénieur, on parle de l'ingénieur agronome. Agronome, c'est pas agricole? Pas agricole. Ah d'accord. Puisque lorsqu'on parle de l'agronomie, ça devient une science. C'est une science appliquée qui regroupe beaucoup de choses dans ces sciences appliquées-là. Les sciences, ainsi qu'on parle des sciences agronomiques. Il y a, dans les sciences agronomiques, il y a une partie qui s'occupe de la production animale, que nous appelons la zootechnie. Il y a une partie qui s'occupe de la production végétale, que nous appelons la phytotechnie. Il y a une partie qui s'occupe de les parties économiques du secteur, l'économie agricole. Donc il y a une panoplie des secteurs, des spécialistes et du secteur. Il y a des gens qui s'occupent des sols, les sols, sur lesquels un support de production. La pétologie qui prend maintenant beaucoup d'extension puisqu'on parle de l'eau, on parle maintenant plus de gestion des ressources naturelles. Donc voilà un peu les sciences agronomiques, en bref. Et les études des sciences agronomiques sont sanctionnées au niveau du sommet par un diplôme qu'on décerne, le diplôme d'ingénieur agronome. C'est Bac plus 5. En dessous de ça, il y a les instituts supérieurs, puisque ça concerne les facultés des sciences agronomiques. Et puis il y a des instituts supérieurs d'études agronomiques. Là, nous avons un diplôme de Bac plus 3. Donc, ici au Congo, nous appelons les ingénieurs techniciens. Et puis, il y a les diplômés d'État qui font les études au niveau secondaire. Ils ont un diplôme, nous appelons les agronomes tout court, les A2. Et puis, en dessous de ça, et c'est ces niveaux ici un peu qui semblent sombrer, qui disparaissent, ce sont les A3. Voilà, donc dans A3, ça veut dire quoi? Technicien, niveau A3. Donc l'ingénieur agronome, qui est l'équivalent de l'ingénieur civil, c'est A0. L'ingénieur technicien, c'est A1. Le diplômé d'État, c'est A2. Et l'autre est là, on appelle A3. Voilà, les différents secteurs. Donc pour obtenir... Quelle est la différence entre A1, A2 et A3? Au fait, le A1, au sommet, comme j'avais dit, c'est les A0, c'est les concepteurs. Dans les bâtiments, dans les génies civils, ça, c'est l'équivalent de A0. A0, c'est l'équivalent d'ingénieur civil. En dessous de lui, il y a les A1, ce sont les ingénieurs techniciens.
Et puis après, ce sont les AD, les diplômés d'État, et les A3, c'est ceux qui ont fait les cycles courts. Voilà un peu comment, du point de vue spécialité, nous nous présentons. Comment vous trouvez le secteur agricole en RDC? Est-ce que vous pensez que le secteur agricole évolue comme il se doit? Non, non, non. C'est un secteur, il faut seulement, si on se réfère, peut-être il y aura d'autres émissions plus élaborées, Oui. si on se réfère de nos productions, ce qu'a été le pays et de ce que nous consommons, on sent réellement que ça ne marche pas. Je donne un exemple. À la fin de l'année, on voit toutes les administrations publiques, on les dote par les gouvernements, bien sûr, du riz. Allez là, on distribue ce riz-là. Made in China, made in Pakistan, made in Indonésie, mais on ne voit pas made in DRC. Donc c'est déjà un problème. Lorsqu'on entre dans les supermarchés, le maïs que nous consommons, il y a une partie locale, mais il y a une partie qui est importée. C'est ce qu'on appelle les sémoules communément. Oui. Lorsqu'on entre dans le poisson, tout ce que nous consommons, je pense à 90%, ça vient de l'extérieur. De la Namibie. Voilà. Donc ça, ce sont des indices qui montrent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on entre dans les secteurs locaux, le coût, vous vous rendez compte aujourd'hui, des familles qui possèdent un stock suffisant, que ce soit de la farine de manioc, farine de maïs, il y en a peu. Donc là, ce sont des indices, des paramètres qui nous montrent déjà que le secteur agricole ne marche pas. Et si nous rentrons maintenant dans les exportations, puisque à l'époque, ce pays, le secteur agricole, à travers les cafés, les cacao, c'était une source qui renflouait la caisse de l'État en devises. D'accord. Ça ne se fait pas. Donc, Mais pourquoi ça ne se fait plus? ça ne se fait plus, il y a plusieurs raisons. Lesquelles? La gestion du secteur. Le secteur est mal géré. La gestion du secteur, et vous reprochez quoi à ceux qui gèrent ce secteur? C'est que nous reprochons d'abord on ne tient pas compte des avis des experts nationaux pour la relance. On ne vous consulte pas? Je dis, consulter c'est une chose, mais tenir compte des recommandations des experts. Ça veut dire qu'on peut vous consulter, on peut nous consulter, mais en réalité on ne tient pas compte de ce que vous dites, vous donnez comme argument. Voilà. Il y a cet aspect-là, et puis il y a un autre aspect. On ne consulte pratiquement pas. Et nous avons vécu, on a vu Boukangalonzo. C'est une preuve. Oui, mais dans Boukangalonzo, il y avait beaucoup d'ingénieurs agricoles, d'ingénieurs agronomes. On en a vu toute une litanie autour de Matata Pogno. Nous vous disons, nous sommes présents de cette association. Vous n'étiez pas consulté, si, vous, non, personnellement? Non, on ne dit pas. Ici, ce n'est pas la personne du président. C'est la personne de la profession qui consultait. Mais si je vous dis des choses qui se passent, vous pouvez aussi vous présenter quelque part comme un ingénieur agronome, vous présentez un diplôme, est-ce que réellement vous l'êtes? Il y a des choses qui se passent dans ces pays et qui ne peuvent pas aider la nation à aller de l'avant. Nous disons toujours, je donne un exemple, il y a de la viande. Si on peut couper la viande, on se sert d'un couteau. Mais si on prend une cuillère pour couper la viande, quel résultat on aura? Ça ne sera pas possible. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est une façon illustrative simple. Donc, nous devons savoir que, je donne toujours un exemple. Ebola. Qui maîtrise l'Ebola mieux que l'équipe, voilà, ici au Congo. Qui maîtrise, même dans le monde maintenant. On fait appel aux experts congolais. Tout à fait. Qui maîtrisent l'Ebola mieux que les médecins. C'est comme ça que nous devons considérer ces secteurs. Il faut mettre des personnes qui ont l'expertise afin d'éradiquer la faim au Congo. Et c'est possible. Et les agronomes du Congo sont en mesure d'élever ces défis. Qu'est-ce qui handicape votre secteur? Est-ce que c'est la politique? C'est votre défaillance ou c'est la négligence de ceux qui gèrent le secteur? C'est beaucoup de choses à la fois. Je pense que c'est le leadership du secteur. C'est-à-dire, les gens, je donne un exemple. Cette émission, pour que ça puisse se réaliser, vous voyez tout le monde qui est mis en branle, en amont.
pour préparer cette émission. Oui. Monsieur Désiré, il a sa part. Oui. Je suis l'invité, j'ai ma part. Oui. Mais au fait, maintenant, lorsque les gens sont en ligne, sont en train de suivre, vous voyez tout ce monde-là qui a été mobilisé pour que l'émission puisse se réaliser. C'est de la même manière. Si nous voulons avoir, je vous félicite d'ailleurs la chaîne. Ah d'accord, merci. Je félicite la chaîne. Le programme, la qualité des émissions. Vous voyez tout ce que vous faites en amont. Et lorsque les téléspectateurs sont devant leurs écrans, ils consomment de bons produits. Ah, merci beaucoup. Voilà, un bon produit, un produit de qualité. De la même manière, ça demande des gens, à la conception et jusqu'à la mise en œuvre. C'est tout un processus. Voilà. Et là, il y a une expertise qui doit faire le travail. C'est ça le problème. Lorsqu'on parle du leadership du secteur, ce sont les animateurs. Il faut qu'on puisse mettre les animateurs qu'il faut, afin que nous puissions avoir les résultats. Je donne un exemple. Ces pays, au départ, c'était la forêt. Les Belges, ils sont arrivés, ils ont trouvé une forêt. Oui. Mais après 40 ans, la forêt est transformée en une grande industrie de production mondiale. L'huile de palme, le VA, les cafés, les cacao, tout était pour la colonie. Dans la vision de la colonie, les Belges savaient ce qu'ils pouvaient tirer du Congo belge. Et ils ont mis toute la machine en marche, ils ont eu les résultats. Mais regardez, après leur départ, la gestion catastrophique que nous avons faite, les plantations sont revenues à leur état naturel. Vous voulez dire que le Congolais n'a pas été formé pour gérer à bon escient le secteur agricole? Non. Nous sommes bien formés. Écoutez. Oui, il n'y a pas un ingénieur. Vous ne donnez pas cette impression-là. Ok, mais il faut venir nous juger là où nous travaillons. Puisqu'il ne faut pas juger l'ingénieur agronome à travers les structures étatiques. Puisque, voilà, au fait, nous félicitons le gouvernement actuel puisqu'on a essayé de réajuster les budgets. Et nous pensons que l'année prochaine, comme c'est dit, on va atteindre les 10%. Mais avec un budget de 3%, 2%, et qui n'est pas alloué correctement, qu'est-ce que vous attendez? C'est comme si on appelle M. Désiré pour produire une émission. Il avait besoin de 2 caméras. Oui. On lui présente une seule caméra. Il devait faire une descente. On ne lui donne pas ce qu'il faut. On lui dit non, M. Désiré, tout, je ne sais pas moi, vous avez vos termes, hein, oui. Ou bien animer l'émission. Est-ce que vous saurez produire une bonne Non, émission? avec une seule caméra, voilà, c'est possible. Voilà, c'est la même chose. Donc, nous disons que il y a beaucoup de choses. Je reviens. Le Belge, lorsqu'il a voulu produire l'huile de palme, il a cherché des endroits. Il a mis les moyens. Il a produit. Il a transformé et il a exporté. Vous avez compris. Vous savez ce que ça compte? Nous, les Congolais, qui étaient les plus parmi, je pense, les 3 premiers exportateurs, producteurs et exportateurs mondiaux de l'huile de palme. Aujourd'hui, nous importons l'huile de palme de la Malaisie. Et la Malaisie, les noix de palme, les semences de palmiers qu'ils ont eu, c'est venu du Congo. De la même manière, la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui parmi les grands producteurs, que ce soit du café, du cacao, qui produisent, les semences sont venues du Congo. Paradoxe. Qu'est-ce qui fait que la RDC importe tout? De l'huile de palme, vous l'avez dit, le riz. On importe même le riz. Il semblerait que les Chinois fabriquent le riz avec le sachet. Non, là, les riz, c'était riz. Hein. Les riz, oui, mais nous voyons à travers les vidéos qu'on nous envoie, on nous balance à travers la toile et on voit, la production de riz à travers des sachets en plastique. Non. Écoutez, c'est pas possible. Moi, je parle des choses que je connais, puisqu'il y a des fake news. Oui. Ah d'accord, très bien. Bon, qu'est-ce qui fait que la RDC importe tout? Le riz, nous importons. Le poisson, nous importons. L'huile de palme, nous importons. L'huile végétale, nous importons. Tout ce que nous consommons, c'est de l'importation, alors que vous existez. Ça veut dire que, quelque part, c'est de votre incompétence. Il faudra l'avouer. Je vous ai donné, j'ai illustré ici pour que cette émission puisse passer. Oui. Les experts produisent un état de besoin.
Ça veut dire que le propriétaire les de la gestionnaires maison, ne tiennent pas compte de vos avis. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et ce qui est grave maintenant, on est en train de privilégier des projets qui nous sont imposés. J'ai dit peut-être pas imposés, conçus de l'extérieur du pays. Est-ce que vous êtes consulté très souvent? Vous, en tant que président, vous êtes consulté? Oui, de temps à autre. Pendant les consultations, les chefs de l'État nous avaient reçus. Et nous avaient proposé un canevas des choses. On est consulté. Vous avez proposé? Oui, on a proposé. D'accord. Et ce canevas a été... Chaque fois qu'on est... Non, approuvé? Je peux dire, les chefs de l'État l'avaient approuvé. Mais il y a des contraintes aussi d'ordre politique. Lesquelles? Je donne un exemple. Oui. Les démembrements du ministère de l'Agriculture. Expliquez ça veut dire quoi? On dit l'agriculture, comme nous disons, c'est un secteur. Un paysan, il a la capacité, il produit, il élève les bétails, il fait la pisciculture, ce n'est que dans un environnement bien précis. Oui. Mais si aujourd'hui ces paysans-là doivent avoir 3 tutelles ou bien 2 tutelles, c'est-à-dire il y a un ministère des pêches et élevage, d'autre part il y a un ministère de l'agriculture. Ça pose problème. Ça pose problème chez les paysans. Vous voulez qu'on globalise on les charge. Ah, d'accord. D'abord, on les charge. Il doit payer des taxes comment? Comment il doit... Puisque pour lui, cette activité-là, elle est complète. Donc, d'une part, il prend les excréments de bêtes, il met dans son champ, il prend les produits de la production, il nourrit ses bêtes. Donc, ça fait un cycle. Vous proposez quoi, vous? Nous proposons à réunir les ministères pour que ça reste un ministère pêche, élevage et agriculture. Agriculture, pêche et élevage. Le même ministère. Oui, oui. J'ai dit, est-ce qu'on peut séparer le ministère de la justice et le ministère chargé de droit privé et droit public? Non. C'est un peu ça. Justice, c'est la justice. Voilà. C'est un peu ça. Donc nous disons ceci. Je disais le Belge, lorsqu'il est venu, il a fait les études du sol, il a proposé des choses et il a planifié. Et on a vu les résultats. Et c'est ce que nous demandons. Nous voulons rentrer dans un modèle qu'il faut. C'est-à-dire, il y a des acteurs principaux, des animateurs. Il y a le paysan qu'il faut tenir compte. Il y a l'agronome qu'il faut tenir compte. Il y a les infrastructures de base. Et si tout est harmonisé, et puis effectivement avec les moyens qu'il faut. Si le paysan, il est appuyé, si ce paysan, on lui donne des intrants, c'est-à-dire il a sa sémence au temps voulu, si ce paysan, ses routes d'évacuation, c'est bien entretenu, et si l'agronome, il est à côté du paysan pour l'encadrer, je pense que si on commence d'abord par ces minimums-là, encadrement, soutien aux paysans et des voies d'évacuation, il y aura quand même un résultat conséquent. Et puis, ainsi de suite, on va aller vers des gros moyens, des tracteurs, et tout. Donc, vous vous rendez compte. Puisqu'ici, apparemment, lorsqu'on parle de la mécanisation agricole, on pense directement aux tracteurs. Nous ne sommes pas contre les tracteurs. Mais allez voir les paysans. Est-ce que c'est normal que jusqu'à présent, on produit les foufous, je ne sais pas moi, à Madimba, vers Kouilou là-bas? Les foufous... Les cossettes, on doit les transporter. Les foufous, on nous amène d'abord les foufous de l'Angola ici. Le maïs de l'Angola ici, mais... Je donne un exemple. Est-ce que vous comprenez, c'est normal? On doit produire des cossettes de manioc à Bumba, ou bien vers Boulungu, et on doit les transporter pour les moudre à Kinshasa. Non, c'est pas normal. Il faudra les moudre là-bas. Oui, ça c'est pour ajouter la valeur. On parle de la valeur ajoutée, pour que les paysans puissent gagner déjà. Lorsque les paysans mettent des moulins partout, les paysans, ils produisent son manioc, ils les traitent, ils transforment en farine, on augmente son revenu. Mais si quelqu'un veut se mettre tout juste à la fin de la chaîne de production, les paysans ont attendu 8 mois pour faire le manioc, et quelqu'un qui vient seulement là pour transporter, il gagne plus que les paysans. C'est pas normal. Donc ça c'est une question de politique. C'est une question de politique. Donc je disais, on encadre les paysans, on lui donne des semences, effectivement il y a des semences améliorées, on met l'encadreur à côté de lui, on lui amène, s'il a besoin des engrais, on lui donne des engrais,
s'il n'en a pas besoin, on fait les techniques appropriées avec ses moyens. Lorsqu'il produit, on l'aide à transformer ce qu'il faut à transformer localement et à évacuer vers les centres de consommation. Vous trouvez que le Congolais produit comme il se doit? Je parle du secteur agricole. Le Congolais produit comme il se doit ou il ne produit pas? Surtout, il faudra faire allusion au changement climatique parce que la RDC est citée parmi, d'ailleurs c'est l'un des pays solutions dans au changement climatique justement. Nous sommes appelés à conserver nos forêts, mais vous prêchez à ce que le Congolais cultive. Est-ce que ça épouse justement la vision mondiale qui nous appelle à conserver nos forêts? Mais ça, nous parlons de la gestion durable. Produire partout dans le monde, on est censé produire. Oui, mais pour produire, il faudra cultiver. Mais oui, bon, qui vous dit seulement lorsqu'on produit, on produit aussi, il y a des cultures arboricoles, les arbres, ça produit, non? Donc on peut faire beaucoup de choses à la fois. Si on fait une plantation d'avocatier, c'est quoi? Est-ce que ça ne participe pas au reboisement? Non. Dans l'agronomie, tout est prévu. Hein? On peut exploiter les forêts rationnellement en maintenant l'équilibre. Boiser et reboiser. Par exemple. Et on ne coupe pas. Pour une exploitation rationnelle, lorsqu'on abat les arbres dans la forêt, on ne bat pas n'importe quel arbre. Il y a des dimensions d'arbres qu'on dit que non, à partir de telles dimensions, on peut abattre. Et lorsqu'on abat, on peut toujours replanter. Vous comprenez? Donc l'agriculture ne s'oppose pas au changement climatique. Mais il y a un aspect que ils parlent souvent, c'est parce que nous faisons de l'agriculture sur brûlis. C'est-à-dire, en Afrique, lorsque nous coupons, nous défrichons, nous brûlons. C'est ça où le problème se pose là-bas. Puisqu'en brûlant les arbres, les feuilles, tout ça, la matière végétale, ça produit les CO2. C'est là où le problème se pose. Mais il y a une autre alternative. Laquelle? Au lieu de brûler, on enfouit dans les sols pour que ça puisse pourrir. Ah, d'accord. Donc là, on a tenu déjà nos émissions. Bon, et puis nous ne sommes pas les grands pollueurs. Hein. Nous ne sommes pas les grands pollueurs. Donc, qui sont ces grands pollueurs? Vous parlez, on les connaît, les États-Unis, ce sont les grandes puissances. Hein. Ce sont les États-Unis, c'est la Chine. N'entrons pas dans ces choses-là. Puisque nous, en fait, notre problème d'abord, nous devons produire suffisamment à manger pour les Congolais. C'est ça le départ. Et voilà la raison de nos études. Arrêter l'importation. Oui, arrêter l'importation, mais d'une façon planifiée. Vous comprenez? Puisque qu'est-ce qui se passe? La productivité ne suit pas le taux de natalité. Donc la croissance de la population et notre capacité de produire, il y a un décalage. Donc nous devons faire un effort. On dit dans 30 ans que nous devons atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance ne suffit pas, mais nous devons aussi entrer à avoir des stocks stratégiques. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule nation qui peut résister pendant 14 mois par ses réserves céréalières. C'est la Chine. Donc la Chine, aujourd'hui, il arrête. Il commence à consommer. Il va faire 14 mois, suivi des États-Unis qui peut faire 6 mois. En termes de pêche, or, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables. En termes de pêche, par exemple, qu'est-ce que la RDC peut faire pour que ce pays s'autosuffit? Surtout, vous le savez, il y a peu, la RDC venait de débloquer une somme importante pour la Namibie afin d'importer le poisson chinchard ici, Vous êtes là en tant que président. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement aux dirigeants pour qu'on n'affecte plus des sommes colossales pour... Rentrons dans l'histoire de ce pays, les années 52. Je n'étais pas encore né, mais j'ai vu les images, nos parents nous ont parlé. Dans cette ville, le poisson de mer, ça a été vulgarisé, les gens n'acceptaient pas de consommer. Pourquoi? Les poissons de mer. Ce n'était pas les habitudes alimentaires. On consommait les poissons des eaux douces. Kinshasa ici,
C'était approvisionné par tous les bateaux qui venaient de l'Équateur, des Kisangani, partout. Les poissons des mers n'étaient pas les habitudes alimentaires, la consommation n'était pas nos habitudes alimentaires. Donc, pour vous dire qu'il y a une potentialité énorme, mais nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Si vous allez, j'étais encore enfant, puisque mon père fut capitaine des bateaux à l'Onatra. D'accord. Nous étions sur la rivière Lukeni. Lukeni, c'est où? Lukeni, dans les Bandundu. Ah, d'accord. L'actuelle province des Maïndogue. Oui. On traverse, on dépasse la zone, la commune de Hoche. On va vers une palmeraie de Bongimba. Nous arrivons quelque part dans un ganda. On devait acheter beaucoup de poisson. Et les gens, à l'époque, là, ils mangeaient du poisson fumé, comme la chicoine, et le poisson frais, comme le poisson. Ah, ça, c'est bien. Vous comprenez? Donc, pour vous dire qu'il y a des coins dans ce pays, hein, si nous parlons de voies d'évacuation, il y a des coins dans ces pays où on produit suffisamment, mais on ne sait pas évacuer. Donc, pour la pêche, ce que nous pouvons dire, nous devons relancer le même principe qui existait depuis longtemps. Il y avait des pêcheries le long des lacs Mobutu. Il y a des pêcheries. Dommage là-bas aussi. Ce qu'on appelle lac Albert. Lac Albert. Et dommage encore avec le problème de la guerre de l'Est. Et là, ça perturbe un peu. Le lac Tanganyika, le fleuve Congo, le fleuve. Hein, à partir, donc, tout au long du fleuve, on peut produire du poisson. Mais il faut doter, il faut encadrer les pêcheurs. Il faut donner aux pêcheurs les intrants, des filets et tout ça, les encadrer afin qu'ils puissent produire. Donc il y a certaines choses que nous pouvons faire qui ne demandent pas de gros moyens. Puisqu'il y a des producteurs. Allons vers ces producteurs-là. Étudions leurs besoins, satisfaisons pour que l'État puisse pourvoir aux besoins de ces producteurs. Et vous verrez, tant soit peu, petit à petit, on commencera à résoudre nos problèmes. Nous devons commencer quelque part. Et il faut planifier les choses. Ce n'est pas non. Aujourd'hui, vous faites Boukangalonzo, demain, on fait Daipen. Non, ça ne se décrète pas. Non. C'est-à-dire, on s'est dit que, voilà, c'est déjà démontré. Je vais vous dire une chose. Chaque fois qu'on peut augmenter la production agricole, la productivité de 10%, nous pouvons réduire la pauvreté de 7%. Ah, d'accord. Il n'y a aucun secteur créateur d'emplois, aucun secteur qui peut lutter contre la pauvreté comme le secteur agricole. Donc, si on mobilise les moyens, c'est démontré. Donc, lorsqu'on dit, bon, cette année, nous disons, par exemple, la production agricole de la RDC, c'est 200 000 tonnes, toute production confondue. Donc, si nous augmentons ça de 10%, c'est-à-dire 20 000 tonnes, si on dit que l'année prochaine, nous puissions atteindre 20 000 tonnes, 220 000 tonnes, nous serons capables de réduire la pauvreté à 7%. Vous comprenez? Donc, pendant 5 ans, si nous augmentons notre production de 50%, nous pouvons réduire la pauvreté de 35%. Donc un mécanisme facile de lutte contre la pauvreté, c'est le secteur agricole. En tout cas, à travers votre allocution, j'ai comme l'impression que lors des consultations du chef de l'État, vous l'avez dit d'ailleurs, vous étiez consulté, les ingénieurs agronomes étaient consultés. Oui. Vous avez dit que vous avez proposé, vous avez une proposition que vous avez remise au chef de l'État. Où en est-on avec la proposition et qu'avez-vous dit au chef de l'État? Écoutez, c'est ainsi que nous disons, on peut avoir des bonnes initiatives, mais il y a des choses qui sont du point de vue politique. Le chef de l'État n'a pas fait sa politique pendant 2 ans, je pense. Oui. C'était une coalition. Oui. Et la coalition, la conséquence, on avait un gouvernement de combien de membres? 67 membres. dont les gens devaient se retrouver. C'était au-delà, 80 quelques. Non, vous comprenez déjà, oui. Là, on ne peut pas tenir rigueur. C'était vraiment un gouvernement éléphantesque. Oui. Donc, on devait satisfaire les besoins tout de le monde, certaines les partis politiques. Oui, d'accord. Même, quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas, avec le peu qu'on a, qu'on puisse. Mais remarquez, un budget qui n'atteint pas 3% et qui n'est pas libéré au moment opportun. Et comment on peut réaliser cette grande vision?
Non, je reviens aux consultations. Peut-être que vous ne m'avez pas Donc, saisi. Vous étiez consulté, oui ou oui. non? Vous aviez proposé un cahier de charge, oui ou On non? a proposé. Qu'avez-vous dit au chef de l'État? Et après avoir remis le cahier de charge au chef de l'État, qu'est-ce qu'il a fait exactement de votre cahier de charge? Là, c'est la discrétion du chef. Jusqu'à présent, on n'a été plus contacté. Ah, d'accord. On a été plus contacté. Mais sauf Donc, que... depuis les consultations... Sauf qu'on a été consulté par certains responsables politiques du secteur. On a été consulté et nous avons aussi émis des avis. Et ceux-là ont fait quoi avec vos avis? Apparemment, ça n'a pas été exécuté. Donc, il se pose un problème de volonté politique. Voilà les termes. Vous, aujourd'hui, si on vous appelle, par exemple, à la présidence de la République, parce qu'ils nous suivent, justement, on vous demande d'être conseiller du chef de l'État en matière agronomique. Qu'allez-vous dire au chef de l'État en premier lieu pour que ce secteur soit relevé? Il y a déjà des indices. Hein? Il y a déjà des choses que nous disons, voilà, ça commence à partir. La vision du développement à partir de la base, les territoires. Les 145 territoires. C'est déjà quelque chose qui tend vers ce que nous aspirons. Ah, d'accord. Donc ça marie déjà vos aspirations. Oui. Puisque nous disons, il faut aller vers le paysan, le producteur. À la base, c'est l'inspecteur du territoire, les inspecteurs du territoire de l'agriculture. Ok. Vous comprenez? Ce sont ces gens-là qui sont proches de l'agriculteur. C'est déjà un pas. Donc, si on peut tenir compte des avis de ces gens-là et on remonte, et nous pensons qu'avec ça, on pourrait déjà tant soit peu avoir des résultats conséquents, puisque l'inspecteur du territoire, il a une équipe de moniteurs agricoles, mais effectivement là il y a aussi un problème, il y a des gens qui ont déjà vieilli, Oui. et ce sont ces gens-là qui sont à côté du paysan, qui peuvent leur dire non, voilà, ce que vous faites c'est bien, mais ce qu'on peut faire, voilà. C'est ça. On peut quand même encadrer. Déjà, cet accompagnement, nous tendons vers des solutions. Mais il faut que maintenant, ça soit concrétisé. Puisque l'inspecteur du territoire doit avoir une moto, les moniteurs agricoles peuvent avoir des vélos, ils peuvent avoir des mètres rubans, de telle sorte qu'on sache que au territoire des Dingila, des Madimba, on sait qu'il y a 10 000 agriculteurs. Et on sait les suivre pour dire, voilà, cette année, nous devons atteindre tel seuil de production, voilà ce que vous devez faire. Donc, pendant, par exemple, la réalisation du projet des 145 territoires, vous étiez consulté, vous, en tant que président? Non, il ne faut pas parler de moi en tant que président. Non, je parle maintenant de technicien. Vous êtes technicien, Nous devons parler de la corporation. Tout à fait, mais maintenant, vous êtes technicien. Voilà. En tant que technicien, est-ce que vous étiez consulté? Non. Puisque nous ne devons pas, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Il y a toute une administration. Oui. Hein? Il y a toute une administration. Non, je ne parle pas de vous en tant qu'individu. Oui, c'est ça. Je parle plutôt de la corporation en tant que technicien. Non. On n'a pas été consulté, mais on sent déjà des résultats d'une manière ou d'une autre, notre part. Je donne un exemple. Oui. Les experts des programmes de PNUD descendent au territoire des Bassankous. Notre association y est. Le président de l'association, les chefs d'antenne m'appellent président, voilà, dans le cadre de 145 territoires, ici à Bassankoussou, le PNUD est arrivé et on nous consulte. Ah, d'accord. Comme on demandait des statuts, je devais leur envoyer les statuts rapidement. Donc, vous comprenez que il y a déjà une consultation et ce sont ces genres de consultations que nous cherchons. Nous cherchons réellement que lorsqu'on veut faire quelque chose à la base, qu'on vous associe, qu'on associe les techniciens qui sont là-bas, afin qu'ils leur disent, voilà, ici à Bassankoussou, à Madimba, si vous voulez faire telle chose, voilà comment on va procéder. Ça veut dire que quand je parle de vous, je ne parle pas de l'individu, Monsieur Isaac. Voilà. Je parle plutôt de la corporation. Voilà. Dans le secteur agricole, par exemple, le 145 territoires, vous, en tant que technicien, si je vous pose la question, quelles sont les failles
de ce secteur ou du programme 145 territoires? Qu'allez-vous dire? Non, Vous l'avez déjà lu? Jusqu'à présent, nous devons comprendre que les 145 territoires ne parlent pas spécifiquement du volet seulement agricole. Non, il y a beaucoup, ça englobe tout. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais sur le plan agricole, spécifiquement. Sur le plan agricole, c'est ce que nous disons, oui. Cette approche, tenir compte de façon spécifique des besoins de chaque territoire, des paysans au sein de chaque territoire. Voilà ce qui est important. Et des fois, nous disons ceci. Ce n'est pas toujours le moyen financier. Je dis bien, on en a besoin, mais ce n'est pas toujours l'accompagnement du paysan. Puisque le paysan sent que nous, de temps en temps, lorsqu'on descend sur terrain, on les sent. Et au moment dit, ah, bah papa, boya kata boye. Vous comprenez? Lorsqu'on veut lancer une campagne agricole, il faut qu'on donne les objectifs aux paysans. Il faut que les paysans sachent qu'est-ce que l'État cherche pendant cette période. On dit que voilà, il y a des problèmes qui se posent. Il faut que les paysans congolais puissent savoir que la priorité du gouvernement pendant ces décennies, pendant ces 5 ans, nous devons réduire nos importations. Et pour réduire nos importations, il faut que la production du maïs puisse augmenter, la production de manioc, ainsi de suite. On donne déjà un canevas. On dit que objectif 2030, nous devons atteindre tel objectif. Donc, lorsqu'un ministre, il prend l'agriculture en fonction, il ne fait pas ce que lui, il pense. Il y a déjà quelque chose de planifié. On sait que lui, il a trouvé la production du maïs à 250 000 tonnes. On sait que l'année prochaine, il faut qu'on puisse atteindre 300 000 tonnes. Il n'a pas à créer des projets. Il n'a qu'à s'aligner sur les priorités de l'État. Donc son effort, à la fin de son mandat, on va lui dire oui, Excellence, Désiré, vous étiez ministre de l'Agriculture. Lorsque vous avez trouvé le ministère, voilà la production du maïs, voilà la production du manioc. Vous quittez, après 2 ans. Où est-ce que nous en sommes? Ce sont des chiffres. Ce n'est pas des chiffres qui vont... Non, il va dire nous, abandonnons, inspecteur du territoire, d'Idiofa. Vous avez produit combien? Autant. À Dingila, autant. Donc ce seront des choses vérifiables. Votre association est privée ou publique? L'association des ingénieurs agronomes. C'est privé. C'est privé. Ouais, c'est un groupe d'ingénieurs agronomes. Justement, que faites-vous pour collaborer avec le public? Quels sont vos efforts? Ce que nous faisons pour collaborer avec le public, c'est s'approcher du paysan. C'est ainsi que notre ancrage est pratiquement, nous atteignons dans les 90% de tous les territoires. Est-ce que vous approchez les dirigeants de ces secteurs, par exemple? Consultez les ministres. Non. Ça vous ne le faites pas? S'il vous plaît. Ça, on les fait. On les fait. Mais nous voulons changer un peu des stratégies. Comment? Aller vers les gens qui attendent de nous, c'est les paysans. Puisque actuellement... Mais ceux qui agissent, ce sont... Oui, ensemble avec les... Oui, ce sont les dirigeants. Ensemble, puisqu'on a fait beaucoup de choses. Hein. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous connaissez combien gagne la prime qu'on a lue à un ingénieur agronome aujourd'hui? C'est combien? C'est combien? 28 000 francs. Comment ça? Le mieux payé en province, il a 28 000 francs. 28 000 francs? Oui, c'est la prime que le gouvernement lui alloue. Et le moins payé, c'est 5 000 francs. Et ce qui est grave, des fois on voit 3 ans, 4 ans impayés. 5 000 francs impayés. 28 000 francs impayés. Non, c'est pas possible. Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais que faites-vous justement pour sortir de... Mais c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce matin, on a une petite réunion des agronomes. Ah d'accord. Il y a une petite réunion de sensibilisation. Nous disons, ce n'est pas la prime qu'on ne nous paye pas qui va nous arrêter à produire. D'ailleurs, pour le moment, d'ailleurs, nous produisons. Ce n'est pas ça qui nous va nous arrêter. Je donne un exemple. Un pasteur, il n'a besoin que de la connaissance, de l'évangile. Et de la Bible. C'est la première chose qu'on lui demande, c'est les saluts, dire aux gens, abandonner les péchés. Nous aussi, nous disons, la première chose que les paysans ont besoin de nous, c'est de lui dire peut-être, ah, maman, ah, au sala qui boisa malam, mais tu crois qu'au sala boité.
Ça, c'est la première chose. Puisque là, ça ne coûte pas de l'argent. Mais nous devons communiquer. Quand vous préférez dire à la maman, oui, à la place de dire à celui qui agit, mais maman. On l'a fait combien de fois? On l'a fait Il n'y a combien pas de résultat? On l'a fait combien de fois? Vous êtes fatigué. Il y a des mémorandums. Et vous, êtes fatigué. C'est ainsi que nous disons, non, il faut aussi changer de stratégie. Allons chez les producteurs, faisons une coalition. On sera fort. Les gens viendront vers nous. Nous voulons maintenant démontrer que c'est possible. L'ingénieur agronome s'est dit maintenant, l'agronome, je ne dis pas l'ingénieur agronome, je dis l'agronome. Il veut maintenant démontrer de quoi il est capable. C'est ainsi que nous voyons, allons, parce qu'on nous découvre, on parle, les gens s'intéressent peu à nous. C'est ce que vous voyez dans ce pays, lorsque quelqu'un, il manque à faire, il dit, non, qu'on arrête cette histoire. L'agriculture, c'est pas pour les rater. C'est peut-être parce que vous ne fournissez aucun effort, justement, pour que votre secteur soit reconnu. Ce n'est pas pour les rater. Et comprenez que l'agronome, c'est comme un humanitaire. La personne qui va aider, c'est une personne déjà qui est pauvre. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, l'agronome, il est obligé de travailler, même si on ne lui donne pas les moyens, puisque son travail, la personne qui a besoin de lui n'a pas de moyens à prendre l'agronome en charge. Vous comprenez? C'est compliqué. La personne qui attend de nous n'a pas de moyens. C'est ainsi qu'on dit, allons-y, associons-nous avec lui. Et je pense qu'à ce moment, c'est 70% de la population congolaise qui est agricole. Quel est le travail du ministre de l'Agriculture? Parce que en vous suivant, on a comme l'impression que ce ministre-là ne fournit absolument rien. Écoutez, c'est pas moi à juger les ministres de l'Agriculture. Il y a un premier ministre, il y a le gouvernement, et il y a un cahier des charges qu'on donne au ministre de l'Agriculture. Ça se limite là. Et puis, il y a des moyens, non. Vous êtes technicien. S'il vous plaît, non, je parle. Il y a des moyens aussi que le ministre demande auprès du gouvernement. Il reçoit les moyens. Nous ne sommes pas contre les ministres, mais il y a déjà un problème qui se pose. C'est ainsi que nous disons, je suis chrétien, deux fois j'y rentre dans la Bible, Genèse 41, verset 55. Le peuple criait, les Égyptiens, ils parlent chez Pharaon, Pharaon, nous avons faim. Pharaon leur dit, non, allez voir Joseph et faites tout ce que Joseph vous dira. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut qu'on mette chaque personne à sa place, puisque vous ne pouvez pas exiger à une cuillère de couper la viande. Comment vous pouvez donner l'attribution de couper à une cuillère, sachant que c'est une cuillère? Est-ce que c'est la cuillère qui a tort pendant qu'il y a des couteaux? Si vous voulez couper la viande, prenez un couteau, puisque les couteaux sont là. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour juger les ministres. Nous pouvons peut-être juger l'action du gouvernement, l'action ministérielle. Là, on peut dire oui, mais pas la personne. Puisque la personne, ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Nous avons vu la Coupe du Monde, Didier Deschamps, l'entraîneur d'Argentine, qui choisit les joueurs. Avec quel objectif? C'est pour gagner. Nous, c'est que nous disons qu'on mette l'agronome à sa place pour gagner le combat de la faim. C'est ce que nous demandons, puisque nous sommes à mesure de les faire. Nous sommes en mesure de les faire. Vous êtes très profond et ça me laisse stupéfait. Écoutez, nous disons... On ne peut couper la viande qu'avec un couteau, pas avec une cuillère. Pas avec une cuillère. Mais le gouvernement préfère prendre la cuillère pour couper la viande et laisser le couteau. C'est pas la faute à la cuillère. C'est la faute à celui qui choisit. Je pense. C'est clair. Didier Deschamps, il avait besoin de Mbappé. Il avait besoin de Mbappé. L'entraîneur d'Argentine avait besoin de Messi pour avoir les résultats. Il y en a ici au Congo. L'expertise. Et je dis, le Congo, c'est un pays, je vous dis, je suis chrétien. Le Congo a une mission prophétique.
le Congo peut nourrir l'humanité. Tout le monde le dit, mais oui, tout le monde, on n'y arrive pas. On n'y finalement. arrive pas parce que c'est quelque part, c'est là où Dieu sera très sévère au Congolais. Ah oui? Oui, je l'ai Vous dit. parlez de Dieu qui sera très sévère. Oui, oui, Ça n'est oui. pas le Congolais qui sera très sévère à son dirigeant, Non, mais non. plutôt Dieu. Dieu et les dirigeants et le peuple, nous serons tous jugés. Comment ça? Mais je vous dis, Le peuple vous, suivi. vous pensez que c'est en vain que Dieu a doté ces pays de toutes ces richesses. Vous pensez que Dieu, il ne connaît pas les Congolais. Mais c'est le Congolais qui doit prendre compte de sa mission. Qu'est-ce que le Congolais fait? C'est ainsi que nous, les agronomes, disons assez, c'est assez. Nous sommes en train de faire des activités à surprendre les choses. Actuellement, nous sommes au plateau des Batéké. Nous avons 10 hectares. Hmm. Nous sommes en train de faire le blé, s'il vous plaît, le blé, on va parler du blé, du soja et du niébé. Et nous sommes toujours au plateau à Bita, à Kimpeti. Partout nous travaillons avec nos propres moyens. Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas la Banque africaine de développement, ce n'est pas la FAO. Sans l'appui du gouvernement. Sans l'appui du gouvernement. Et ça, c'est déjà plusieurs campagnes. Habitat, c'est une deuxième campagne. On a fait visiter le secrétaire général sortant de l'agriculture et il a été émerveillé. On avait fait 10 hectares avec nos propres moyens. Donc, ce que nous voulons déjà démontrer, c'est dont nous sommes capables de faire avec nos moyens. Vous voulez démontrer justement, mais est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il faudra que votre message soit entendu? Est-ce que vous, au lieu de vouloir démontrer ce qui... Mais lorsque nous venons, lorsqu'on Excusez-moi. Ouais, okay. Au lieu de vouloir démontrer de quoi vous êtes capable, pourquoi ne pas aller vers ces gens-là, les décideurs, et leur dire ce qu'ils doivent faire, justement? Mais on les fait, il faut aller dans Vous n'êtes toujours pas entendu. On les fait, il faut aller dans les réseaux sociaux, il faut partout. Comment ça? On écrit, on dépose, on passe dans des émissions, on parle, et on continue à faire. Et on se bat, on se dit, bon, rien n'est fait. Mais on sait que on ne s'engage pas pour échouer. Hein. Oui. Et on sait qu'il y a un temps, et nous sentons que le temps est proche. Hein. Ils viendront vers nous. Ils n'ont pas de choix, puisqu'ils ont essayé le couteau, ils ont pris la cuillère en train de couper. Oui, mais par exemple... Ils vont chercher le couteau. Ça, tant qu'ils ne feront pas ça, ça ne va pas marcher. Je vous l'ai dit, tant qu'on ne va pas associer l'agronome, ça je l'ai dit sans embâche, tant qu'on ne va pas mettre l'agronome à sa place, oubliez. Et c'est ce que nous ne voulons pas que ça arrive au chef de l'État. Une bonne vision, la revanche du sol sur le sous-sol. Vous comprenez ce que c'est? C'est prendre les 30 cm de sol au lieu d'aller dans les dizaines, des centaines de kilomètres sous le sol pour exploiter les minéraux. Et on a vu là où ça nous a entraînés. Hein. Est-ce que ça a éradiqué la faim? Allons voir la ville telle que Tchikapa. Je n'ai jamais été, mais j'ai raconté. Assis sous les diamants. Mais la faim siège à Tchikapa. Les minéraux n'ont pas arrangé les choses. Hein. C'est les 30 cm là, 30 à 50 cm là, qui peut. C'est ainsi que c'est que le chef de l'État a dit, c'est peut-être la mise en œuvre. C'est profond. C'est possible. La vengeance du sol sur le sous-sol. Donc les 30 cm là peut nourrir l'humanité, peut nourrir le Congo. Très bien. En dernier mot, adressez-vous, je voudrais cette fois-ci que vous vous adressiez au gouvernement qui vous regarde, au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que ce secteur change finalement? La seule chose que nous disons, qu'ils puissent nous associer. Très bien. Nous les agronomes, nous avons la réponse du secteur. Voilà. Merci, Monsieur Isaac, d'être passé. Merci à vous. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Le journal, c'est dans quelques instants avec Elisabeth Ochope, qui est déjà sur le plateau. Restez branchés pour la suite des programmes, un 10e Rue Télévision.